Ça n'est pas peu, il faut le reconnaître, pour réaliser 39 ans de vie pour une école comme le complexe scolaire Les Okapi, aujourd'hui de référence dans la ville de Kinshasa. C'est donc un 39e anniversaire célébré en toute pompe pour les élèves et les encadreurs qui se sont fait un chaleureux carnaval en sillonnant la cité verte et les alentours où cette prestigieuse école regorge le plus d'élèves. Toute une réputation et un privilège à entretenir qui sont dans l'enjeu de la promotrice qui a dû donner le meilleur et pour l'éducation de tous ceux qui sont passés sur les bancs de cette école qui en a formé beaucoup depuis 39 ans et qui continue d'encadrer les nouvelles générations. C'est une joie pour moi et nous continuons l'œuvre que nous avons commencée depuis 89 pour moi et pour Madame Mass 84. Le projet c'est toujours de poursuivre, parce que tout au départ, c'est ce que nous avons toujours voulu, dire que nous voulions nous occuper des enfants abandonnés, des hérités, les encadrer pour qu'ils puissent être autonomes dans la vie. Pour la tradition, le complexe scolaire Les Okapi se réserve toujours de privilégier les valeurs et tous les caractères utiles pour une bonne éducation. 39 ans, c'est une maturité, qu'on se le dise. Parce que la maturité commence déjà à partir de 18 ans. Nous avons maintenant l'âge de respecter ce que nous appelons la maturité. Donc il faut marcher sur le droit chemin, respecter les lignes de conduite, notre devise, et également permettre à ce que nous puissions toujours marquer les caps. Parce que les caps, c'est quoi pour nous? Il faut s'atteler sur le meilleur, l'excellence. Parce qu'on a déjà eu à former des élites qui sont lancées sur le plan professionnel et qui continuent à venir. Maintenant, nous sommes en train d'encadrer même ces enfants. Pourquoi pas les arrière-enfants? Donc, pour nous, les 39 ans annoncent les couleurs de 40 ans. Honneur et discipline pour cette école, Les Okapi, un complexe à féliciter, dont l'étoile et les perspectives promettent encore plus pour nos enfants après les 39 ans d'existence. La République démocratique du Congo est à son 4e cycle électoral. Lors des 3 premiers cycles, le juge de la Cour constitutionnelle était au cœur de l'action puisqu'ils étaient appelés à trancher les contentieux électoraux. Lors des prochaines élections qui pointent à l'horizon, ces juges constitutionnels seront encore sollicités, raison pour laquelle ils doivent se préparer à cette épreuve. Étant un pays en plein processus électoral, et ce après 3 cycles électoraux, ces assises arrivent à point nommé et constituent une bonne base pour le contentieux à venir. Rose Mutombo, la garde des Sceaux, a rappelé aux juges constitutionnels le rôle qu'ils ont à jouer dans la consolidation de l'état des droits. Ces juges constituent un rempart contre le dérive constitutionnel des politiques. J'estime que la justice constitutionnelle est probablement la réponse la plus importante contre l'oppression de toute nature que pourraient subir
les citoyens. En effet, elle procède à une interprétation des normes en s'appuyant sur des institutions et des procédures, ce qui pose une limite à l'action du pouvoir politique, l'amène à respecter les préceptes constitutionnels et l'empêche d'agir sans contrôle. Le gratin intellectuel de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde a fait le déplacement de Kinshasa pour partager la connaissance avec les juges constitutionnels et d'autres pratiquants du droit congolais. Pour une bonne assimilation, les matières ont été réparties en panels. Nous avons voulu mettre à l'évidence les rôles et la place de la justice constitutionnelle dans une démocratie et dans la consolidation de l'état de droit. À ce titre, nous vous avons proposé 5 panels qui seront dirigés par des éminentes personnalités scientifiques du monde juridique dont les compétences dans le domaine du droit constitutionnel ne sont plus à démontrer. Le programme des Nations Unies pour le développement accompagne la République démocratique du Congo pour la réforme de la justice. Son représentant souhaite que les prochaines élections en RDC soient une fête et qu'il n'y ait pas de mort à cause des contentieux électoraux. Notre association à cet événement s'inscrit aussi dans le cadre de ce qui est le thème principal, la question du contentieux électoral. Étant donné que nous travaillons avec la Commission électorale nationale indépendante, la Cour constitutionnelle et d'autres institutions, pour nous assurer que les élections qui vont avoir lieu en RDC soient une occasion de fête. Dans tout le cas, les juges constitutionnels congolais sont au cœur du jeu. Comment vont-ils se comporter au moment où ils seront sollicités? L'avenir seul nous dira s'ils ont tiré les leçons du passé et aussi bien assimilé la matière de ces colloques internationaux organisés uniquement pour interpeller les consciences des uns et des autres. La loi fait obligation à l'autorité de prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser nos manifestations. Nous avons proposé la date du 13. L'autorité nous a opposé un report, soit disant que le 13, les conditions n'étaient pas réunies pour assurer la sécurité de la marche. Donc, l'autorité a demandé un report de 5 jours. Nous en avons accordé 7. Et maintenant, au moment où nous sommes à l'avant-veille du 7e jour, la même autorité revient avec l'idée que non, le même jour, à l'est de la ville, il y aura une autre manifestation du parti politique du gouverneur. Et qu'au centre de la ville, il y aura une autre marche de la jeunesse de l'UDPS qui a présenté un écrit, soi-disant rédigé le 8, mais que tous les services de l'État ont reçu le 15, alors que notre écrit date du 12. Notre 3e écrit, parce que nous sommes allés d'abord fin avril, début mai, on a fait un report. Donc au 3e round, on nous oppose encore des conditions pour dire que, en fait, nous devrions, on ne nous demande pas autre chose que de nous soumettre à ce qui apparaît comme de la mauvaise foi et des caprices inutiles. Je crois que nous n'aurons pas de ces autorités du bien-être en cadeau. Par conséquent, nous appelons notre population à s'élever. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. La misère bat son plein, l'insécurité bat son plein, y compris aux alentours immédiats de la ville et même dans les quartiers populaires de la ville. Et le processus électoral qui devrait donner l'espoir au peuple de corriger en faisant en sorte qu'il y ait une nouvelle gouvernance qui arrive, semble être prise en otage par les mêmes gens. Nous avons choisi de renoncer à atteindre le palais du peuple parce qu'il nous est présenté comme étant un lieu neutre sacré. Donc nous disons, nous allons chuter au siège de l'ECD qui est aux abords du boulevard Triomphal.
C'est au cours d'une conférence de presse animée le jeudi 18 mai que le porte-parole du comité laïque de coordination a tiré la sonnette d'alarme à quelques mois de l'organisation des élections. Pour Hervé Diakessé, la position de la CENI d'avoir lancé l'appel d'offres et sélectionné les experts pour l'audit sans tenir compte des inquiétudes des parties prenantes au processus électoral n'est pas de nature à rassurer tout le monde pour avoir des élections crédibles et transparentes. C'est dans cette optique qu'il invite la CENI à mettre en place un cadre de concertation qui permettra aux parties prenantes de se mettre d'accord sur la désignation d'une instance internationale qui pourra faire l'audit du fichier électoral. Le CLC demande à la CENI de mettre en place très rapidement le cadre de concertation avec toutes les parties prenantes pour la désignation d'une instance internationale crédible d'audit du fichier, selon le format ayant prévalu en 2018. Le CLC a par ailleurs condamné les discours de haine véhiculés par certains leaders politiques. Ils appellent les uns et les autres à mettre de côté ces genres de propos pour consolider la cohésion nationale. Le CLC en appelle à toute la classe politique de cesser avec les discours de haine, des discriminations entre Congolais, des divisions ethniques et des manipulations des conflits communautaires. Les jours sont comptés pour la tenue des élections prévues au mois de décembre 2023 et le peuple congolais est appelé à ne pas céder au découragement ni à la fatalité. La CENI pour sa part a déjà lancé les processus d'audit du fichier électoral qui devra se clôturer avant la fin du mois de mai, conformément à son calendrier. Le président zambien Hakainde Hichilema a donné sa version au sujet de la commande de maïs effectuée par la RDC. Il a encouragé les autorités congolaises à suivre le circuit formel. Pendant plusieurs semaines, Kinshasa a accusé une main noire qui serait derrière le blocage de la fameuse commande. Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, a même parlé d'embargo. 4 membres du gouvernement se sont rendus dernièrement en Afrique du Sud et en Zambie pour discuter avec le fermier et les autorités de ces pays. L'autre mesure concerne le transit. Cependant, le droit de transit était supprimé. On ne pouvait pas passer par la Zambie. Cette mesure a été prise lors d'un conseil de ministres et elle sera levée au plus tard le 15 juin. Le chef de l'État zambien a donné sa version qui apporte quelques nuances, celui de discuter avec ses voisins de manière pacifique, mais avec fermeté, en demandant à nos voisins qui manquent de nourriture de passer une commande officielle aux propriétaires de champs. Il s'agit de frontières nationales pour négocier et voir les agriculteurs et leur demander de produire plus afin de satisfaire à la demande du Congo. Il a insinué que les précédentes démarches effectuées par les émissaires de Kinshasa ne suivaient pas le voie autorisé. Selon lui, ce n'est que maintenant que la RDC a passé une commande formelle. Le souhait est que l'argent soit versé dans le système bancaire afin que le dollar entre dans l'économie de la Zambie. Pour résorber la crise de la farine de maïs au centre et au sud-est de la RDC, le gouvernement congolais annonce, pour sa part, qui va accorder une sorte d'amnistie totale sur le plan fiscal. Il s'agira d'appliquer la politique de taxe zéro pour les importations. Parallèlement, un plan d'urgence d'accroissement de la production de maïs est annoncé. Il sera exécuté parallèlement au plan de ramassage de la production dans le Grand Katanga et le Grand Kasaï, en plus de l'accompagnement de privés dans l'opération d'importation en République sud-africaine et Zambie. De plus, Vital Kamerhe a aussi déploré une fiscalité toxique et une parafiscalité étouffante qui contribuent à la crise. Au total, le besoin estimé pour les régions du centre et du sud-est de la RDC est d'environ 1 million de tonnes de farine selon le gouvernement. La production locale ne couvre que 25% du besoin annuel. Ainsi, il se dégage un déficit de 750 000 tonnes. Dans sa communication, Hakainde Hichilema est également revenu sur la gestion des frontières. Il a plaidé pour que le trafic se déroule 24 heures sur 24 en s'appuyant sur le progrès technologique. Les syndicats membres de l'intersyndicale de l'EPST constatent avec amertume le non-respect par le gouvernement de la République des engagements pris entre ces derniers
et les banques syndicales de l'EPST dans la province du Congo central en dépit de plusieurs tentatives de négociations le 2 mars 2023. De ce qui précède, l'intersyndicale de l'EPST décide de l'arrêt du travail sur toute l'étendue de la République dès ce lundi 22 mai 2023 jusqu'à nouvel ordre. Sur ce point précis, l'intersyndicale de l'EPST invite tous les enseignants et les personnels œuvrant dans les écoles, à l'inspection, dans tous les bureaux gestionnaires et ceux des services centraux de l'EPST d'observer cette décision syndicale dans leurs services respectifs. Ainsi, invitons tous les parents à garder leurs enfants à la maison. Qu'aujourd'hui, tous les syndicats de l'EPST ont parlé un même langage. Nous disons et nous exigeons au gouvernement de répondre au plus vite que possible à ces messages. Si le gouvernement ne répond pas, nous avons une batterie d'actions dans la grève. Nous exigeons au Premier ministre de sortir de son silence, puisqu'avec la complicité de l'FMI, ils disent qu'ils ne peuvent pas donner l'argent. Mais puisqu'ils ne peuvent pas donner l'argent, ils vont inviter l'FMI à envoyer les enseignants s'occuper des élèves dans ces pays. Je viens de m'entretenir avec son Excellence, le ministre de Défense. On a parlé par rapport à la situation sécuritaire dans le pays. Et moi, j'ai renforcé le message des États-Unis qui c'est important de respecter les accords de Nairobi et de Luanda. Et nous tenons là-dessus. Donc, on va continuer notre diplomatie bilatérale, multilatérale, pour que ces accords puissent être respectés. Et nous demandons à tous les parties prenantes de respecter le feuille de route pour les forces rwandaises de quitter le pays et aussi pour les M23 de faire le recul vers le point indiqué dans l'accord de Luanda. Nous respectons les activités du gouvernement pour renforcer le dispositif sécuritaire, mais nous demandons aussi à toutes les parties prenantes d'assurer qu'il y a une bonne coordination et que surtout que les droits des citoyens et des personnes déplacées sont respectés, parce que vous avez maintenant dans l'Est une situation humanitaire catastrophique. Nous sommes le tout premier pays pour répondre aux besoins, mais il faut qu'il y ait de la paix pour que ces citoyens puissent retourner chez eux. M'a fait part de sa détermination à accompagner efficacement la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cadre de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Et il a la ferme volonté d'accompagner tous les dossiers en rapport avec la répression des antivaleurs dans la gestion publique. Nous sommes des auxiliaires de la justice, nous sommes obligés de travailler toujours avec les autorités judiciaires parce que la plupart de nos dossiers finissent toujours entre les mains des autorités judiciaires. Donc nous sommes obligés de venir à tout moment solliciter leur implication, leur accompagnement pour que la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics puisse faire des avancées significatives dans notre pays. Le voir aujourd'hui ici, officiellement, cela ne veut pas dire qu'on n'était pas en contact. Comme il vient de le dire, il y a des grands dossiers qui concernent l'assainissement des affaires et pour stopper aussi les antivaleurs dans ce pays. Mais aujourd'hui, c'était beaucoup plus question que le bureau du Conseil supérieur de la magistrature puisse s'investir afin d'accompagner et d'assurer un suivi efficient de tous ces dossiers-là. Et j'ai eu moi-même à leur assurer que tout sera fait pour que tout dossier qui arrive soit mené à bon port. Et c'est pour cela que nous avons inauguré une autre phase, parce que les dossiers qui venaient avant, on ne nous mettait pas en copie. Mais il y a je crois aujourd'hui ou hier, depuis hier, les dossiers qui arrivent, nous sommes mis en copie. Ça nous facilite la tâche pour
ces suivis-là et faire en sorte que le magistrat qui est là pour que la population puisse avoir confiance dans sa justice puisse faire son travail sans atermoiement. C'est pour se rendre compte de l'état d'avancement de travaux que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le tour des sites le mercredi 17 mai 2023, un mois après son dernier tour d'inspection. À la première étape du stade de Martyrs, le président de la République a visité les 2 gymnases de 3000 et 2000 places en construction. Si les grosses œuvres sont en phase de finition, l'embellissement de lieux, la pose des gradins et l'installation de climatisation se poursuivent encore. Il en est de même du terrain de football et du stadium de basketball. Le défi reste énorme, mais les entrepreneurs semblent optimistes quant à la remise des infrastructures dans le délai. Sur le site du stade Tata Raphaël, les travaux ont pris une vitesse de croisière, mais leur livraison à l'échéance reste aussi un très grand défi. Le village de la francophonie a apprêté le tiers de résidences attendues, même si l'essentiel du matériel est stocké sur place. Les travaux de modernisation du stade Tata Raphaël se poursuivent sans désemparer et le stade attend de recevoir la pelouse synthétique. Le campus universitaire de Kinshasa, dernière étape de la visite, sera réquisitionné pour le logement des athlètes. Le home des étudiants complètement réhabilité et équipé attend de recevoir quelques athlètes. Plusieurs scénarios ont été envisagés pour résoudre le pineux problème de transport des athlètes. Les spécialistes ont proposé de routes dédiées pour la circulation de cortèges olympiques. À ces stades, chaque minute compte et le président Félix Tshisekedi tient à l'organisation de Jeux de la francophonie à Kinshasa après 2 reports. Le chef de l'État a exhorté les entreprises à pied d'œuvre à doubler d'efforts afin de tenir leurs promesses. Les infrastructures en construction seront inspectées avant leur homologation. Dans cette ronde, le chef de l'État a été accompagné du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, du ministre des Sports François-Claude Kaboulot et du ministre de la Communication Patrick Mouyaya Katembwe. Son fait décide de mourir, disent ses collaborateurs, armes à la main. Il faut l'insistance de sa famille biologique pour qu'il accepte de prendre l'avion le vendredi 19 mai. L'opération est gérée par le cercle fermé de Mobutu. Certains membres du gouvernement ne sont pas au courant. Finalement, l'avion du maréchal décolle, destination Guadolité, chez lui au nord du pays. Cette nuit de vendredi sera longue. Le lendemain, la ville se réveille avec la nouvelle de l'assassinat du chef de l'armée, le général Donatien Maël lié Kobo Kungu, au camp militaire Tchatchi. Dès l'aube, le Kadogo, surnom donné aux enfants soldats de l'AFDEL, et les militaires rwandais et ougandais entrent dans Kinshasa sous l'applaudissement de Kinois. Le 17, colonie de l'AFDEL, notamment le 101e bataillon de l'armée rwandaise, entrent dans la ville. Elles sont notamment guidées par les militants du Front Patriotique, un parti politique de l'opposition de gauche zaïroise. Précédé d'une réputation de disciplinés, les colonnes de combattants rebelles sont acclamées pour quitter Kinshasa pour Brazzaville après avoir vainement essayé d'organiser une résistance. Le militaire zaïrois, son chef, se rendent pour la plupart pacifiquement. Ils empilent leurs armes et attendent leur enregistrement par l'AFDEL. La DSP abandonne son camp de Tchatchi le 17 au soir sans combattre. Les soldats qui refusent de rendre leurs armes, les anciens membres de la DSP et les fidèles du régime sont tués par les rebelles ou lynchés par la population. Les journalistes étrangers sont témoins de cette exécution. L'estimation du nombre de tués dans les règlements de comptes varie de 200 à 654 morts. La Croix-Rouge zaïroise recensera 228 à 318 cadavres autour de la capitale dans les jours qui suivent. Plusieurs dizaines de soldats sont parqués dans les casernes, tandis que les moboutistes suspectés sont amenés par milliers en prison. Les bâtiments des anciens moboutistes sont pillés par les Kinois. Laurent Désiré Kabila arrive le 20 mai 1997 à Kinshasa. Il instaure un régime présidentiel. Son gouvernement compte 13 membres, une majorité d'anciens de l'AFDEL, 2 du Front Patriotique et 2 transfuges de l'UDPS, parti d'Étienne Tshisekedi qui reste dans l'opposition. Le 17 mai est depuis un jour férié en République démocratique du Congo.
La journée a pendant longtemps été célébrée comme journée de libération. Le maître mot était libération. Aujourd'hui, l'histoire bégaye. Les mots révolution est devenu quasiment tabou. Le 17 mai est désormais célébré comme la journée des forces armées de la République. Pour les défenseurs de droits des réfugiés, c'est une violation grave de droits de ceux-ci, tandis que le collectif d'organisation de jeunes solidaires du Congo, Kinshasa, Kojeski, invite les deux gouvernements au respect strict des droits des réfugiés. Arriver au point des accords, c'est choquant, c'est très choquant pour nous. C'est inacceptable, c'est inhumain. Et on doit, en tout cas notre gouvernement devrait nécessairement se retirer de ces accords. Nous devons rappeler que la personne humaine ne doit pas être commercialisée pour l'intérêt politique. Les réfugiés ne sont pas des objets politiques qu'il faut marchander. Ce ne pas des trocs. On nous fait encore voir qu'on rentre encore dans le système de trocs où il faut vendre certaines... Il faut s'échanger les personnes humaines. Ça vraiment, c'est inacceptable. C'est contre les valeurs, c'est contre les droits. John Banyenye, le président de la société civile au Nord Kivu, et pense que la RDC doit rester prudente à ce sujet. Il suggère que l'opération se déroule en collaboration avec les chefs coutumiers qui maîtrisent son peuple. Vous savez que nous, comme Congolais, nous sommes un peuple hospitalier. Et on ne peut pas refuser à quelqu'un de rentrer chez lui. Mais il faut que cela se fasse en respectant les normes. C'est pour dire, s'il y a des réfugiés congolais qui sont au Rwanda, nous avons toujours dit que ces réfugiés-là doivent être identifiés avant leur retour. Et leur identification, nous, on a toujours insisté que cette identification doit se passer en présence de nos autorités coutumières. Parce que ce sont eux qui connaissent les différentes collines appartenant à chaque famille. Rappelons qu'en février 2023, à la 52e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, en Suisse, le président Félix Tshisekedi avait affirmé avoir demandé la tenue urgente d'une tripartite RDC, HCR, Rwanda, afin que les deux États puissent rapatrier leurs ressortissants respectifs. Cette tripartite doit être associée du côté congolais avec les notabilités coutumières de communautés concernées afin de régler définitivement le problème soulevé et de réaliser une réconciliation vraie et durable entre ces communautés, avait souligné Félix Antoine Tshisekedi. Une mort atroce vient de priver la communauté académique et scientifique du professeur Kabamba de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'université de Kinshasa. Cette figure, autrement scientifique, a été trouvée calcinée dans sa concession privée située au quartier Mandela, dans la commune de Mongafula. En attendant l'éclaircissement sur l'enquête après la mort tragique du professeur Kabamba, l'autorité municipale de Mongafula, accompagnée du maire du plateau des professeurs de l'UNIKIN, est descendue sur le lieu de ce drame. Nous sommes très tristes d'avoir appris cette mauvaise nouvelle. De ce matin, nos services nous ont informé qu'il y avait un corps calciné. C'est le corps du fait professeur Kabamba de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Et nous sommes dit qu'il fallait d'abord arriver pour s'imprégner de la réalité, réconforter la famille et surtout aider aussi nos services à mener des enquêtes afin de retrouver le bandit ou les criminels qui ont posé cet acte. Si réellement c'est le crime qui a été commis. Vraiment, en tout cas, je ne sais pas, je manque même de mots de voir mon père dans ces conditions ici. Quelqu'un avec qui nous étions tout ce temps ici, et puis directement nous allons les trouver calcinés comme ça parce qu'il y a eu certaines personnes qui ont voulu ne fût-ce qu'à voir ce qu'il avait dans sa maison. Et on les calcine comme ça. En tout cas, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Mais nous sommes là, nous allons suivre ça de près pour savoir en tout cas qui est à la base de tout ça.
Et entre-temps, nous allons demander à ce que le corps de papa soit mis dans des conditions telles que ça puisse nous permettre de l'enterrer avec tout honneur. À titre de rappel, l'Université de Kinshasa a enregistré depuis le début de cette année académique environ 3500 professeurs pour près de 800 000 étudiants en République démocratique du Congo, d'après le ministre de l'ESU. L'insécurité bat son plein au quartier Pende dans la commune de Kinshasa. Les phénomènes Kuluna qui perdurent dans la capitale depuis une vingtaine d'années dans plusieurs communes et quartiers. Au quartier Pelende, Maître Bienvenu Mbali Bifama, le patron de cette municipalité, a effectué une descente sur terrain pour s'enquérir de la situation et voir des visus, les défis et réalités de ses administrés orchestrés par le jeune dit Kuluna. Sur place, il les a sensibilisés à dénoncer ces inciviques tout en les appelant à collaborer avec les autorités municipales pour mettre fin à cette insécurité. Mais il faut que vous ayez le courage de dénoncer. Pour mettre ça dans mettez pour aller ma bâtiment ya mabe. Mais pour ça, quartier, vous voyez que moi na tel chef ya écurie, on va Zambien, vous voyez qu'avant la place tel. Oui, faut dénoncer. Le bourgmestre Bienvenu Balibi et son équipe sont déterminés à restaurer la paix dans cette partie de Kinshasa. C'est une bouffée d'oxygène que la Fédération des entreprises du Congo et la société civile du Sud Kivu ont apporté aux militaires congolais qui affrontent la coalition M23 RDF au Nord Kivu. En recevant ce don, le gouverneur militaire s'est senti honoré par ce geste qui prouve l'amour de la nation congolaise. Ce geste que vous venez de poser est un geste d'amour et aussi de patriotisme. Vos militaires sont au front. C'est vous tous qui êtes au front aujourd'hui. Toute notre population par le patriotisme qui anime aujourd'hui. Voyez-vous, le Sud Kivu, qui a tant de problèmes aujourd'hui, vient au secours du Nord Kivu. Moi, je crois que les autres provinces peuvent emboîter les pas. Les autres l'ont déjà fait. La province du Haut-Katanga a fait. La province du Lualaba l'a fait. Et croyez-moi, ce dont vous venez de nous déposer sera géré en bon escient. Outre les vivres, le gouvernement militaire a également réceptionné des médicaments. Ces produits vont également servir aux militaires au front. Ces dons est le fruit de la collecte en faveur de l'armée congolaise. Les citoyens se sont mobilisés, qui $1, qui 10 000 francs, qui 500 francs, pour soutenir nos militaires au front ici au Nord Kivu. Mais depuis ce jour-là, on n'a pas pu remettre parce qu'il y avait entre-temps des confusions ici, la guerre prenait de l'ampleur et nous avons gardé ces biens jusqu'aujourd'hui où nous avons estimé qu'il était temps de venir les remettre. C'est pour cela que nous sommes venus ici avec une délégation de l'AFEC Sud Kivu et nous-mêmes comme président de la société civile pour remettre ces tonnes de médicaments, de vivres et non-vivres qui vont soutenir nos militaires au front et leur dire un message de réconfort que la population est derrière eux pour la protection de l'intégrité de notre territoire national. Ce don va à coup sûr revigorer les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont sur le champ de bataille dans la guerre contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Deux mois après le lancement de la brigade d'assainissement, le bourgmestre de la commune mère de Kinshasa, Maître Mbali Bifama, continue à réfléchir sur comment résoudre le problème de l'insalubrité dans sa juridiction où les immondices se multiplient jour après jour malgré les efforts fournis par son équipe. C'est dans cette optique qu'il va initier pour la énième fois l'opération Kombola Balabala le samedi 13 mai lors de la journée dédiée au Salongo spécial. Cette activité s'est déroulée en présence de son adjoint, Maître Prince Lekola Esoko, le chef de quartier, ainsi que l'équipe de brigade d'assainissement, dans l'objectif de sensibiliser leurs administrés à lutter contre l'insalubrité dans cette municipalité. L'occasion faisant le larron, le bourgmestre de Kinshasa a interpellé la population qui jette les immondices sur la chaussée, au respect de cette opération dans le but de sortir leur commune de ses cendres. Alors, le message que nous pouvons lancer, c'est de demander à notre population de garder d'abord nos quartiers, tous nos quartiers propres, mais surtout
nos grandes artères. Là, je cite Kasavubu, Kabamba, Kabinda, Wileri, qu'on puisse mettre la propriété régulièrement sur ces grandes artères parce que c'est le miroir de notre peuple. Ceux d'entre eux qui seront surpris en train de jeter des immondices sur la voie publique vont subir la rigueur de la loi. Rappelons que les autorités de la commune mère ne dormiront pas jusqu'à ce que l'environnement soit assaini. Dans les centres commerciaux de Béni, quartier Matongé, pharmacies, boutiques, magasins et autres petits commerces n'ont pas ouvert leurs portes suite à cet appel à la ville morte des organisations de la société civile. Dans les rues, au centre-ville de Béni, on aperçoit les barricades, les moellons et les ordures jetés par-ci, par-là, et même le feu allumé à certains endroits. Le marché central de Kilokwa est désert, aucun commerçant n'a pu y avoir accès. Charles Kambalé est commerçant et n'a pas exercé ses activités aujourd'hui à cause de ces mouvements des villes mortes. Il soutient ces mouvements et souhaite que la paix et la sécurité soient assurées en faveur des populations civiles des Béni. Nous tous, si nous allons dormir affamés, qu'on dorme aujourd'hui, même pendant 5 jours sans manger. Tous, nous n'avons pas mangé, c'est parce que nous voulons la paix dans notre ville. Les organisateurs de ces mouvements de grève expliquent les raisons de cet appel à la ville morte. Isaïe Liko, membre du mouvement citoyen Lucha, justifie leur appel à la ville morte par la montée des cas de vol et cambriolage observés ces derniers jours dans la ville de Béni. La journée d'aujourd'hui, comme prévu, on a appelé la population d'observer 5 journées sans travail en ville de Béni parce que nous en avons marre avec l'insécurité dans notre agglomération. Il ne passe pas chaque nuit sans qu'il y ait des camps de cambriolage enregistrés. Le patron de la police ville de Béni dresse les bilans de cette journée ville morte. Dans le même temps, il regrette l'incidence de ces mouvements, notamment sur le finaliste du secondaire qui passe les épreuves hors session de l'examen d'État. À cause de la ville morte, ils n'ont pas présenté les épreuves prévues pour ce lundi. Nous sommes un peu désolés de voir que tout ce qu'ils avaient fait, c'est bon, mais il y a des dérapages. Ils doivent recadrer les choses pour que nous puissions parler le même langage. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas étudié. Or, ils sont déjà vers la fin de l'année. Les autres ont déjà commencé les épreuves hors session des examens d'État qui devaient continuer. Maintenant, c'est boycotté. Quel sera le sort de ces enfants? Après avoir fait la ronde de partout, et je n'ai pas trouvé les gens arrêtés, ni des blessés, ni des morts. Et pour moi, je remercie le bon Dieu puisque nous continuons toujours à sécuriser notre protection, notre population et à les protéger. Malgré qu'il y a eu des dérapages, nous devrions toujours utiliser notre professionnalisme pour ne pas aller au pire. Les forces de l'ordre ont réussi à contenir le jeune qui voulait manifester dans la ville ces jours. Hormis les commerces qui sont restés fermés et quelques barricades observées dans certains coins de la ville, la situation générale de la ville de Béni est calme. Les organisations de la société civile espèrent par ces mouvements obtenir l'implication des services de l'ordre pour éradiquer le banditisme urbain dans la ville de Béni, devenu un fléau qui commence à gagner du terrain. À l'instar de toutes les recommandations formulées qui gardent chacune toute sa pertinence, la MOE-SENCO-SCC interpelle la CENI concernant l'urgence d'organiser un cadre de concertation où les cas majeurs soulevés par elle et d'autres parties prenantes seront traités et clos. C'est notamment la situation des centres d'inscription qui n'ont pas été retrouvés sur le terrain et la problématique du matériel électoral sensible tenu par des individus. C'est une ambiance de carnaval qui a prévalu ce mardi 16 mai 2023 aux heures de midi
au site choisi du collège Boboto à Gombe, au croisement des avenues de la justice et ex du 24 novembre, pour sceller dans l'histoire politique de la RDC la grande cérémonie de signature de la charte de la méga plateforme politique dénommée Alliance et Action pour l'État de droit AE en sigle. Le regroupement AE est membre de l'Union sacrée de la nation et s'engage, dans la commune volonté des leaders qui le composent, à obtenir un second mandat au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la présidentielle de décembre 2023. Avant d'en arriver à cette perspective évidente, les leaders des formations politiques ont apposé à tour de rôle chacun sa signature pour confirmer son adhésion. Cas de l'autorité morale de l'Union populaire africaine UPA, Madame la professeure d'université Marie-Nyange Ndambo, qui se réjouit d'avance de l'avenir politique de cette initiative. C'est un engagement qu'on vient de prendre, de cheminer ensemble pour ramener le maximum de députés nationaux et provinciaux et donner le deuxième mandat au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Entre autres alliés de l'UPA dans le nouveau regroupement AE, voué à la réélection de Félix Tshisekedi, à côté de Madame la professeure Marie Nyange, on reconnaît Lambert Mende Omalanga, Jean-Claude Massango Moulongo, John Omombo Tokai, ainsi que plusieurs figures d'envergure animées d'un seul et principal objectif électoral: gagner largement les élections générales avec Félix Tshisekedi comme président réélu, en lui confortant une solide majorité. On a un petit noyau, on a amené juste 50 personnes pour participer à cette grande manifestation. Et ici derrière moi, on a d'abord la province de Banyema. Elle est la présidente de la Ligue des femmes de notre parti. La province de Kwango, la province de Lungu et Kinshasa. L'AE, Alliance et Action pour l'État de droit en RDC, nouvelle plateforme dynamique et rangée pour ratisser large, peut à coup sûr compter sur l'Union populaire africaine UPA, parti déjà ancrée dans plus de 16 provinces du pays. Dans les 16 provinces où nous sommes, nous lui promettons des voix. Nous lui promettons un deuxième mandat sans difficulté. L'Union sacrée de la nation autour de son candidat, à savoir Félix Tshisekedi, s'est renforcée avec cet atout que constitue l'Alliance et Action pour l'État de droit, qui regroupe des partis de masse comme l'UPA de Madame la professeure.